Rendez-vous dans quelques instants pour les échos du net avec, bien sûr, notre très chère Sophie Abba. Sénégal. Dites-nous, Sophia, qu'est-ce qui fait bouger la toile ce matin? Qu'est-ce qui a fait bouger la toile entre hier soir et ce matin? Deux initiatives écologiques font la une de Twitter et la une de nos échos du net aujourd'hui, Boubacar. Pour la première, il s'agit de jeunes de Diourbel qui ont décidé de se mettre à la transformation. Oui, vous l'entendez bien, à la transformation. Ils sont écolos à Diourbel et on le voit avec le tweet de Save Dakar, Sénégal, de jeunes Sénégalais qui transforment les déchets plastiques en briques et pavés écologiques à Diourbel. Ecopave, l'initiative se nomme donc ainsi, des jeunes qui méritent d'être soutenus et accompagnés par l'État du Sénégal. Hashtag environnement, hashtag COP26, hashtag Sénégal. On le voit à cette deuxième image, ce jeune, bien entendu, de l'initiative Ecopave qui ramasse des déchets plastiques dans le but de les transformer et de les transformer en pavés et en briques. On salue cette initiative des jeunes de Diourbel. Deuxième initiative écologique de la toile, c'est celle de Asutik. Asutik qui lance un nouveau projet, un projet qui a directement à voir avec Internet et l'écologie. On le voit dans le compte Twitter d'Asutik qui dit « Afin de promouvoir l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion écologique des e-déchets au Sénégal, il est nécessaire d'avoir des indicateurs sur la perception des dangers liés aux e-déchets. Ce défi nous interpelle tous. Merci de la contribution à la recherche de solutions. » C'est bien ce nouveau projet que lance Asutik sur les réseaux sociaux un peu partout et qui demande la participation de nos internautes. Cette initiative qui s'appelle Écologie numérique, on le voit sur cette prochaine image, projet de promotion de la gestion durable des e-déchets, une enquête sur la perception des dangers liés aux déchets électriques et électroniques. Boubacar, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme justement de e-déchets. Est-ce que vous savez c'est quoi? E-déchets, non. Je découvre avec vous. Alors, les e-déchets, c'est lié aux déchets électroniques, liés à tout ce qui est électrique et électronique. Il y en a beaucoup. On vit dans un monde numérique de nos jours. Donc, quand on parle de e-déchets, ça a à voir avec les claviers usagés, les ordinateurs usagés, les vieilles souris d'ordinateur, les vieux téléphones qu'on laisse souvent traîner. On ne se demande pas ces carcasses électroniques, où est-ce qu'elles vont. Elles doivent être broyées normalement ou en tout cas utilisées à bon escient parce qu'elles ne sont pas biodégradables, mais elles font beaucoup de pollution et c'est d'ailleurs la nouvelle pollution de ce tournant de siècle où l'ère est au numérique. Voilà. Ça veut dire aujourd'hui que l'ordinateur de Papa Lunsar, si ça y est, si c'est déjà cassé et tout, on ne peut plus l'utiliser. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question qu'on se pose. Je sais que Papa Et dans les bureaux, il y a au moins les ordinateurs d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, il y en a au moins 1 million, 2 millions. Et puis il y en a les ordinateurs qui ont été importés, tout ça, et qu'on n'est pas arrivé à vendre. Tout ça, on en fait quoi? Exactement, c'est la question que pose Asutik dans ce nouveau projet. C'est une enquête sur déjà savoir est-ce que les populations sont sensibles à cela, est-ce qu'ils savent que ça existe. Et souvent quand on finit avec un iPad, un ordi, un téléphone, on ne se demande pas où est-ce que ça va. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'on a des ordis comme ça. Les ordis, ils étaient comme ça. Ils étaient énormes. Voilà. Ils étaient énormes. Donc tous ces ordis déjà qu'on avait avant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ne se dégradent pas, ils forment de la pollution finalement. Je sais que Papa Lunsar n'est pas le plus écolo de Tok Tok Sénégal, mais est-ce que vous connaissez le terme de e-déchets? Non, je ne connaissais pas. E-déchets, donc, c'est les déchets électroniques. Exactement. Et il n'y en a pas que pour les ordinateurs, il y en a pour tout ce qui est électronique, les téléviseurs, les anciens téléviseurs, d'accord? Tout cela Tout cela en fait partie. On ne parle pas seulement, comme vous dites, d'ordinateur, mais on parle de déchets électroniques et électriques. Par exemple, aussi un frigo usagé, une machine à café. Chez moi, en tout cas à Paris, si tu changes ton frigo, tu le descends juste devant et puis après, tu le descends juste devant la rue et après, demain, les services viendront le chercher. C'est ça. N'est-ce pas? Une cuisinière, les services viendront le chercher.
Mais ici, si tu le mets dans la rue, on vient le prendre pour l'amener à Louga. Mais ici, d'ailleurs, on ne jette pas, on répare. On répare, on ne jette pas parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Je sais pas, les locataires vont investir. On parle un peu des sit-ins des artistes à la place de l'obélisque. Je pense que les locataires vont venir ici en sit-in. Mais ici, on jette peu d'appareils électroniques. Je pense que c'est recyclable. Et ça peuple même les endroits où on répare les télés. Tu vois un peu des télés qui sont superposées. C'est pas... Et ils sont destinés à quoi, ces déchets-là? Justement, c'est ça important de le dire parce que souvent, lorsque par exemple on finit avec un ordinateur, les fabricants ou ceux qui travaillent avec les réfections d'ordi, ceux chez qui on va pour réparer nos téléphones ou nos ordinateurs, ils récupèrent en fait toute cette matière qu'ils peuvent réutiliser. Mais après, il y a une certaine carcasse, il y a la carcasse dont on ne peut rien faire, justement qu'on se demande où est-ce que ça va. Et ça devient de la pollution et c'est ça le e-déchet. C'est pour ça que Asutic sensibilise sur cela. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on s'en débarrasse et où est-ce que ça va? Je pense que d'ailleurs, on en parlait avec Papi Brema tout à l'heure, il fera en tout cas un terre-à-terre spécial sur les e-déchets pour sensibiliser les gens par rapport à ça et pour savoir exactement comment pallier à ces e-déchets-là. Super. Alors, le deuxième sujet de notre écho du net, justement, Papa Alioune Sarr nous parle de sitting. On va revenir sur ce fameux sitting d'hier. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que ça s'est passé? On voit le tweet de E-Media Sénégal qui déclare « Les artistes perdent le pari de la mobilisation. Pourquoi? Parce que les ténors ont manqué à l'appel. » On le sait bien, ce sitting a bien eu lieu hier à la place de l'Obélix, mais les ténors manquaient à l'appel et cela a été remarqué par plus d'une personne. D'ailleurs, l'artiste, justement, El Hadj Keita n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré que ceux qui ne sont pas venus au sitting, eh ben, il faut bien sûr le remarquer et leur dire qu'ils n'ont pas été fair play, qu'ils n'ont pas bien sûr participé à cette solidarité pour les artistes. On le voit à travers une vidéo justement qui a été diffusée hier où il s'exprimait sur cela. Mais bien entendu, on se demande pourquoi les ténors n'ont pas été présents et peut-être que ça a à voir avec justement cette collaboration entre l'un des ténors Youssou N'Dour. Là, on voit bien la vidéo de El Hadj Keita qui s'est exprimé, qui a exprimé son mécontentement par rapport à l'absence des ténors à ce sitting-là et qui demande bien entendu la solidarité de tous. Comme je le disais, on se demande pourquoi les ténors ont manqué à l'appel. On peut peut-être le comprendre avec la collaboration d'un de ces ténors, Youssou N'Dour, avec l'État justement, et qui demande aux artistes de patienter parce qu'ils cherchent une solution pour eux. Sénégal 7 a donc tweeté cette vidéo. Youssou N'Dour annonce une prise de mesures concernant les artistes dans les 48 heures. Il demande aux artistes de patienter 48 heures après son pourparler avec le chef de l'État pour justement alléger les mesures qui permettraient aux artistes de pratiquer leur métier en toute quiétude ou en semi-quiétude en tout cas. Ce qui fait aussi la une sur le même sujet par rapport à ce sitting, c'est nos internautes qui se révoltent lorsque l'État demande aux artistes de ne pas performer, mais que, bien entendu, ce même État se retrouve à l'inauguration d'un pont et ce rassemblement s'est fait remarquer par plus d'un. On le voit à travers le tweet de Pape Ismaïla Diène qui dit « Oui, malgré ces mesures barrières, blablabla, fian-fian », pour ensuite aller organiser une inauguration de pont. En blanc, on voit notre cher ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous pensez, Boubacar, de ce paradigme, de ce paradoxe? 2 poids, 17 mesures. Oui. 2 poids, 20 mesures ou 22 mesures. Donc, ils font ce qu'ils ont à faire et ils empêchent aux autres de faire ce qu'ils savent faire. Vous dites à un joueur de football de ne pas jouer au football. Vous le sacrifiez. Vous dites à un musicien de ne pas performer. Vous le sacrifiez. Et je vais te dire,
un musicien ou des musiciens ou tous les musiciens sénégalais, d'accord, s'ils ne performent pas, les salons de coiffure ne marcheront pas, les taxis ne bougeront pas, les stations d'essence ne vendront pas, ceux qui vendent de la boisson ne vendront pas, ceux qui font bouger le pays et l'économie et qui ont des boutiques, ne vendront pas de tenues de soirée. Ceux qui ont, tu vois un peu, ceux qui vendent des chaussures, Sandaga ne bougera pas. C'est un aspect économique important avec des liaisons partout, d'accord? Donc ça veut dire tout simplement qu'en fait, aujourd'hui, si on laisse les religieux faire, parce que les religieux ont une certaine puissance, si on laisse les ministres faire, alors que les ministres sont très puissants, d'accord? Si on laisse la politique faire, si on laisse, et on dit non aux artistes, on dit non aux sportifs, ça veut dire qu'il y a 2 poids, 17 mesures. Quand on prend des mesures, on les prend pour tout le monde. Quand on prend des mesures dans un pays, on le prend pour tout le monde. Ça veut dire que cette inauguration de pont n'avait pas sa raison d'être. On pouvait bien attendre justement que cette deuxième vague s'en aille pour qu'on puisse inaugurer le pont. Oui. D'accord? Ouais. On peut attendre même l'année prochaine ou en 2022 pour inaugurer le pont. Le pont est déjà fini. On peut l'inaugurer en 2022 avec une mobilisation qu'on veut. Vous avez le droit de mobiliser, nous n'avons pas le droit de performer. C'est quoi? Exactement. Et c'est justement ce caractère, cette urgence que les gens n'ont pas compris sur la toile. Et le bas blesse au niveau où l'État n'a pas montré l'exemple justement pour suivre les mesures. C'est assez paradoxal, appelle-nous ça. Moi, je pense que il faut tout simplement ouvrir le pont et pas l'inaugurer. L'inauguration, c'est tout simplement l'aspect festif, mais il n'est pas si important. Tu vois, combien de ponts sont construits dans les pays maghrébins, dans les pays occidentaux? Est-ce que tu as déjà entendu Macron inaugurer un pont ou bien un ministre inaugurer un pont? Jamais, ça ne se passe qu'en Afrique, on inaugure un pont. Il y a 18 ponts, donc il y aura 18 inaugurations. Ce qui est important, c'est après d'avoir construit un pont, on l'ouvre parce que ce sont les automobilistes. Ce n'est pas une manière pour faire un peu de la politique. On le voit, le ministère de la Santé qui demande aux populations de se masquer, de respecter la distanciation sociale et physique tous les jours au quotidien depuis le mois de mars. Et on le voit couper un peu cette banderole pour inaugurer avec une pléthore parce que c'est à Yoff, il y a un peu une manière un peu de se montrer politiquement. Moi, je suis peiné. Et je reprends un peu un mot de Cassé, je suis peiné pour les artistes parce qu'il ne faut pas que l'on fasse une comparaison ou bien entre les Occidentaux et nous. Le confinement, qu'est-ce que nous a appris? Rien du tout. Nous pouvons nous adapter à ce virus-là et les professeurs comme Thior l'ont dit, immunité collective et ça va payer. L'artiste, c'est un métier, c'est un travail. Si on interdit aux artistes de faire le travail, mais c'est catastrophique et c'est depuis le mois de mars. Mais pourquoi pas développer des stratégies qui leur permettront de s'adapter à ce contexte? Parce qu'on parle de 2e, 3e, 4e vague. Autrement dit, si on va depuis 2025, les artistes ne vont pas jouer parce qu'il y aura des mesures qui seront établies. Ça serait énorme. Audio me disait, parce qu'elle occupe un peu la partie culture, qu'un père de famille n'arrive pas encore à payer l'instruction, les frais d'inscription de ses filles parce qu'il n'a encore rien du tout. Oui. Et c'est énorme. Et ça, c'est un effet domino. On parle de l'artiste, mais l'artiste, c'est un chef de famille. L'artiste, c'est un chef d'entreprise. Celui, il a... L'orchestre est composé de combien de musiciens? 10, 15. On parle plus de... Et je ne comprends pas pourquoi ils s'insurgent contre les ténors. C'est leur combat. Qu'ils le mènent, aussi simple que ça. Et quand on parle de ténor, il y avait De Guetti, il y avait Awadi, il y avait Kouman, ce sont des ténors. Ce qui est important de mener ce combat-là, et ce combat est noble. Et je pense qu'il faut sauver la culture, sinon le coronavirus va la tuer si ce n'est pas déjà fait. Exactement. La culture est large d'ailleurs, mais il faut sauver la musique. Il faut sauver la musique, il faut sauver les musiciens et les instrumentistes. Un guitariste qui n'a que sa guitare, qui doit performer et qui gagne peut-être 20 000 ou 25 000 francs par soirée. Il gagne peut-être 20 000
ou 25 000 dans une soirée. Ou peut-être moins, des fois 15 000. Alors, charge locative, charge électrique, charge familiale, dépenses quotidiennes. Je pense que ces détails-là, les autorités ne l'ont pas. Ces détails-là, les autorités ne l'ont pas. Parce qu'en fait, vous imaginez ceux qui font de l'événementiel, qui louent la sonorisation, qui louent les écrans et qui sont là alors que durant tout le mois de décembre, c'était leur période de traite. Oui. Les arbres de Noël. Cette année, certainement, il n'y aura pas d'arbres de Noël. J'ai vu que les artistes, c'était 2 ou 3 arbres de Noël par jour, ou 4. Ils avaient 2 millions de francs peut-être par jour, durant cette période. Mais attention, Oui. il faut penser à cela. Tout à fait. Il faut penser à cette frange de la population-là. Et le lien avec les salons de coiffure, les boutiques de prêt-à-porter, les taxis, la vente d'essence, les travailleurs de la nuit, tout. Tout est lié. Tout est lié. Pensons à eux. Ouais, tout est lié, le lien se fait, c'est toute une économie qui souffre. Encore une fois, on se rend compte de l'importance de la musique et de la culture. C'est un débat qui soulève beaucoup d'émotions sur la population sénégalaise, en tout cas en général. Espérons qu'il y ait un terrain d'entente bientôt entre l'État et les artistes. Et c'est la fin des Échos du Net pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophia. Tout de suite, un petit voyage en Afrique. Toc Toc Sénégal. Papa Lunsar, nous voyageons en Afrique, en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien va participer aux élections législatives. Cela fait 10 ans que le parti de Laurent Gbagbo tourne le dos aux élections, à toutes les élections d'ailleurs, fin d'une longue tradition de boycott. Les membres ont décidé de prendre part aux élections législatives qui vont se tenir en 2021. Une décision révélée via un communiqué de la branche du FPI qui a toujours demandé le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il faut dire que pour l'élection présidentielle précédente, la candidature de leur leader avait été déposée, mais le dossier n'a pas été retenu. Assoua Adou donne les détails de cette volte-face du FPI au micro de nos confrères d'RFI. Le comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais en politique, il faut toujours se battre. Nous demandons, en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, RDA et toutes les autres plateformes de l'opposition, que cette commission soit réformée. Et il y a eu une réunion lundi avec Monsieur le Premier ministre, hier avec le ministre de l'Intérieur, mais nous constatons déjà qu'ils ne veulent pas aller dans le sens d'une vraie réforme. Nous irons aux législatifs en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que nos victoires ne nous soient pas volées. Ce que le pouvoir est en train de faire, ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo a demandé. L'opposition et Laurent Gbagbo ont demandé que les forces vives de la nation ivoirienne se retrouvent autour d'une table pour définir les nouvelles règles du jeu, et c'est ce que M. Ouattara et ses partisans refusent. Nous avons un slogan qui dit « Asseyons-nous et discutons ». Et ils ont un slogan qui est tout à fait le contraire, qui dit « Nous allons les broyer », c'est-à-dire nous allons les tuer. Merci beaucoup, Papa Lunsar. Alors, après la Côte d'Ivoire, allons au Niger. Hama Amadou a choisi son candidat. Il s'agit de l'ancien président nigérian Mohamed Ousmane, une manière de participer indirectement à ces élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre prochain. La candidature de Hama Amadou avait été invalidée par la Cour constitutionnelle. C'était le 13 novembre dernier. En cause, l'ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale avait été condamné en 2017 à 1 an de prison dans une affaire de supposition d'enfant. Hama Amadou a purgé sa peine, mais n'a pas bénéficié de grâce présidentielle. Une violation de l'article 8 du Code électoral selon les juges, une porte bloquée, l'opposant passe par la fenêtre. Dans un communiqué rendu public le 22 décembre, le bureau politique du Modern Falloumana, le parti de l'opposant Hama Amadou, a annoncé son soutien
au candidat du renouveau démocratique et républicain RDE Tchandi, Mohamed Ousmane, a appelé ses militants et ses partisans à se mobiliser massivement pour voter en sa faveur. A-t-il indiqué? La campagne électorale prend fin demain soir. 30 candidats sont en lice pour succéder au président sortant, Mahamadou Issoufou. Au Mali, série d'arrestations d'hommes politiques par les services de renseignement. Les épisodes continuent et font peur. Incompréhension dans ce pays où l'armée brandit le bâton contre les opposants politiques. Depuis 3 jours, l'arrestation de plusieurs personnalités politiques ont été notées. Mohamed Youssouf Bakili, première cible. Le leader du collectif pour la défense de la République a été cueilli par des hommes armés, plus connus sous le nom de Rasbart. Ce chroniqueur de radio s'est opposé au pouvoir d'Ibeka à travers des diatribes et des sorties sans fioriture. Il vient d'être muselé par le gouvernement de transition malien, selon ses proches. 2 individus sont venus l'interpeller à son domicile. Depuis, personne ne l'a vu. Nous ne savons pas non plus ce qu'on lui reproche, affirme son entourage. Le secrétaire particulier et chef de cabinet de la présidence de la République, Sékou Traoré, a été arrêté ce mardi 22 décembre. 5 autres personnes n'ont pas aussi été épargnées par les services de renseignement dont les ministères. Beaucoup de licenciements. Les concernés parlent même de purges orchestrées par le gouvernement de Matar Wani. Un conseiller de vice-président, Assimi Goïta, également chef de la junte militaire, ne veut donner aucune précision. Un climat tendu au Mali où le gouvernement de transition mène une purge selon les acteurs politiques qui sont arrêtés depuis 3 jours. Et c'est tout pour Delta Afrique, Boubacar Diallo. Merci beaucoup, Papa Lunsar. Quand les militaires prennent goût au pouvoir, ça y est, c'est parti, ça ne s'arrête plus jamais. On l'a vu de l'autre côté en Égypte, on l'a vu en Gambie. Et quand les militaires arrivent au pouvoir, c'est qu'en fait, ils prennent goût. Et c'était la crainte depuis le 18 août. Moi, je dis toujours, la place des hommes armés reste dans les casernes ou bien dans les champs de bataille. L'exécutif reste l'exécutif. Et on voit un peu cette purge-là qui commence au Mali. Et ça fait 3 jours. Les hommes politiques sont concernés. Dans les ministères, il y a des licenciements ou bien il y a une sorte de nettoyage politique. L'opposition ou bien la société civile a été muselée. Et ce qui se passe au Mali est un peu dommage et dommageable. Et ça montre un peu l'état de la démocratie qui souffre, parce qu'il est contaminé non pas par le coronavirus, mais par les hommes militaires. Je n'ai jamais vu un Lougatois aussi brillant. Merci beaucoup, Papa Lunsar. Ça n'arrive pas très souvent. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Nous vous retrouverons certainement, pas demain, parce que demain c'est Noël, mais mais Papa Lunsar, c'est vrai. Il y a aussi... bon. On vous a donné 2 présidents de la République. Mais attention, Papa Lune. Être président de la République ne veut pas dire être aussi brillant. On peut être président de la République et ne pas être aussi brillant, n'est-ce pas, Sophia? Oui, je suis d'accord. Vous confirmez? Mais je pense que je vais essayer d'éviter le sitting des Lougatois ici dans notre plateau de Toc Toc Sénégal. Donc, on les aime bien, on les taquine parce qu'on les aime bien, les Lougatois. Je connais bien la ville. Oui. Je connais Santhiaba Nord, je connais Est-ce que je peux quitter le plateau? Je connais Santhiaba Sud, je connais Algérie, je connais Kerserine Louga et j'ai failli jouer au football à Marbat. D'accord. Et après, il disait comme il vient de Dakar, il ne va pas jouer là. Ils sont assez voilà. ségrégatifs. Non, il vient de Dakar. Il est trop fort, il marque trop vite les buts, il vient de Dakar. Merci beaucoup à vous, Papa Lunsar. C'est un plaisir. Sophia, vous restez avec nous. Nous allons enchaîner avec Terre à Terre.